Les amis, c'est parti. On se retrouve pour l'actualité blockchain et crypto de la semaine. Vous l'avez vu, on a un Bitcoin qui a repris un petit peu d'énergie et qui est maintenant à presque 30 000 $, d'accord? Comme d'habitude, avant le live, il y a une petite poussée, hein. Ça fait quand même presque 1 mois et demi, les gars, que les dimanches sont énergétiques. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le dimanche, en général, ça cogne un peu. Donc bon, on avait évidemment plongé en dessous des 30 000 $ et on était resté à 27 000 pendant quelques jours. Mais il y a eu quelques news qui ont repoussé Bitcoin à la hausse et qui font qu'il est aujourd'hui juste en dessous de ces fameux 30 000 $. On va en parler d'ailleurs de ces différentes actus, mais en gros, il y a eu la chute de la First Republic Bank. Ça y est, j'ai du mal. Désolé, mais il y a tellement de banques qui font faillite en ce moment. J'arrive même plus à me souvenir de laquelle. Des Bitcoins antiques, je traduis. Des Bitcoins qui n'avaient pas bougé depuis très longtemps, puisqu'ils sont datants de la disparition de Satoshi Nakamoto, quelques jours après, viennent de nouveau de bouger. Alors ça fait parler tout le monde, alors qu'on parle en l'occurrence de 1000 bitcoins. Il faut bien comprendre quelque chose. La particularité de ces informations-là, c'est que ça fait paniquer tout le monde et il faut comprendre pourquoi. Des bitcoins qui n'ont pas bougé depuis très longtemps sont considérés soit comme propriété de quelqu'un qui ne souhaite pas les vendre et qui croit au bitcoin depuis très longtemps, voire toujours. Et donc s'il les bouge, c'est potentiellement pour les utiliser ou pour les vendre, et donc peut-être qu'il n'y croit plus, et donc panique générale, premier point. Deuxièmement, c'est souvent des grosses quantités, parce qu'à l'époque, 1000 bitcoins, c'était rien du tout, en avril 2011. Et donc un mec qui vend 1000 bitcoins aujourd'hui, ça fait naturellement, on parle du coup de 28 millions de $, quoi. Donc c'est assez costaud, et 28 millions de $, ça peut très vite faire bouger le prix à la baisse. C'est pour ça que ça fait peur aux gens. La deuxième chose, c'est que ça ravive un peu l'espérance de « Oh là là, peut-être que cette adresse avait échangé avec Satoshi Nakamoto, c'est peut-être son cousin, peut-être qu'on va enfin connaître l'identité de Satoshi Nakamoto grâce à l'adresse de son cousin qui s'est réveillé. » Bref, les gens sont comme des fous, tu vois ce que je veux dire, ils sont sur Netflix. Voilà pourquoi ça fait paniquer, que ce soit des mouvements de vente, et c'est pour ça que les gens regardent ces adresses dans la blockchain, et regardent surtout quand les adresses bougent, est-ce que ces fonds vont sur un exchange? Parce qu'à ce moment-là, ça vaudrait potentiellement dire qu'il va les vendre. Je vous rappelle quand même, ces gens-là ont beaucoup de bitcoin, et donc quand on a beaucoup de bitcoin et qu'on veut vendre ou qu'on veut acheter, on passe pas souvent sur Binance, on va passer par ce que l'on appelle des deals OTC, des deals over the counter, et ces deals over the counter, c'est le fait de connecter deux personnes directement. En gros, au lieu d'aller sur Binance acheter 1000 bitcoins parce que je suis pété de thunes et de faire monter le prix, eh ben c'est dommage pour moi parce que le premier bitcoin je vais le payer au prix normal, le dernier bitcoin je vais le payer au prix normal plus la hausse que j'aurai moi-même créée. Et donc je me retrouve à acheter plus cher. Mon but à moi c'est d'avoir un prix d'acquisition le plus bas possible en ayant la meilleure exécution, c'est ce qu'on appelle une exécution, acheter au marché intelligemment. Donc il y a des grandes sociétés qui elles vont prendre des toutes petites quantités de bitcoin et acheter par exemple 10-15 bitcoins sur 20, 30, 40, 50 plateformes, mais les acheter un peu partout, tranquillement au long d'une journée pour ne pas faire monter le prix. Ou alors, tu as carrément des mecs qui sont assez balèzes pour non seulement avoir 1000 bitcoins à vendre, mais aussi pour connaître un mec qui en a peut-être 1000 à acheter aujourd'hui, tu vois. Oui, ce genre de personnes, leur cercle de 4 amis, et ils s'appellent en mode, bon bah écoute, je te propose tel prix, telle cotation, et on fait un échange. C'est ce qu'on appelle un deal OTC, et du coup, tu en as un qui paye, un qui échange, et tu n'as pas de variation globale du prix, parce que le deal OTC a été réalisé en direct. Régulation, et oui, un truc comme on le voit pas souvent. Coinbase, j'aurais pas mal. Coinbase attaque la Security Exchange Commission en justice. Vous le savez très bien, les États-Unis ont un cadre qui est assez flou et qui ne précise pas exactement ce que les sociétés peuvent ou ne peuvent pas faire. Du coup, grosse panique, Kraken se fait interdire des produits, Coinbase n'a pas le droit de sortir certains produits, Nexo quitte le sol américain. Bref, c'est la grosse panique, à tel point que le président de la SEC qui attaque plein de sociétés crypto parce que certains de leurs produits pourraient être des security, mais refuse de dire officiellement que leurs produits sont des security, et du coup, la Coinbase a très clairement dit, voilà, là, on n'a pas le choix, vous devez nous donner des règles claires. Vous avez le droit de nous autoriser ou de nous interdire des choses, mais soyez clairs, ne nous laissez pas dans une incertitude complète. D'ailleurs, la Chambre des représentants des États-Unis commence à mettre la pression sur Gary Gensler en lui disant que l'incertitude et le flou qu'il laissait planer sur les entreprises crypto poussaient ces dernières structures à partir du pays par crainte de représailles juridiques et par peur de faire des choses qui se
retrouveront dans le futur interdites, et donc il reproche l'échec de la régulation des crypto-monnaies à Gary Gensler et à sa mauvaise gestion. Et on a d'ailleurs Gemini qui annonce sortir une nouvelle structure qui, elle, sera tout simplement pas basée aux États-Unis. Cameron et Tyler Winklevoss aujourd'hui l'annoncent. L'incertitude dans notre pays nous fait flipper, nous partons! Et naturellement, les États-Unis, de plus en plus, sont en train de se dire, bon ben, soit on interdit les cryptos, soit il faut vite qu'on mette en place un cadre clair, parce que tous les géants du monde crypto américain sont en train de se faire la malle. Vers une nouvelle faillite bancaire, First Republic Bank décroche de 49% en bourse, faisant tomber le prix du token à 8 $. Pas du tout, ça c'était au moment de l'article. Depuis, il est à 3,5 $. L'action a perdu 97,7% en un an. Autant vous dire, pas passé un bon moment. Hein. 98,4% vis-à-vis du top. C'est... très dur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la First Republic Bank inquiétait pas mal de monde, mais qu'elle a eu, à son grand désespoir, tout simplement annoncé ses résultats financiers. Et il semblerait qu'au Q1, donc le premier trimestre de 2023, cette banque a vu ses dépôts utilisateurs, donc les gens qui déposent de l'argent, retirer 100 milliards de dollars. Donc en gros, les gens paniquent, les gens ont peur, les gens sortent, et on sait que quand les gens veulent récupérer de la liquidité, la banque peut avoir des problèmes à payer, des problèmes de liquidité. Hein. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo et je vous explique pourquoi quand tout le monde retire de l'argent d'une banque, eh ben ça la met dans la merde et elle peut s'effondrer. Le souci c'est que si tout le monde retire, la banque peut vite ne plus avoir les moyens d'honorer les retraits des clients et donc à ce moment-là, elle peut tout simplement faire faillite. Et autant vous dire que ça a fait paniquer les gens sont sortis de plus en plus, ça a également chuté en bourse, bref, gros cauchemar. Cauchemar qui a malgré tout augmenté le rebond instantané de Bitcoin parce que quand le système financier traditionnel va mal, Bitcoin a tendance à se valoriser sur du court terme, en tout cas c'est le cas depuis qu'il y a eu la Silicon Valley Bank. Et du coup, on a eu Bitcoin qui a été repointé aux 30 000 $, ou en tout cas, nous sommes aux portes des 30 000 $, puisque nous sommes à 29 800 $ à peu près pendant que je vous parle. ZK-Link, c'est un Layer 2 qui est basé sur la technologie du ZK Rollup et l'objectif, c'est du coup de rendre une Layer 1 beaucoup plus scalable et de permettre une grosse scalabilité dans les différentes transactions. Ce Layer 2-là veut être compatible avec plein d'autres. Aujourd'hui, avec les bases genre Avalanche, Binance, Polygon et Ether, et à l'avenir, ils veulent être avec tous les nouveaux, que ce soit Scroll, que ce soit ZK Syncera, que ce soit Starknet, bref, les autres Layer 2 qui sont en train de monter en puissance en ce moment. La particularité de ZK-Link, hormis que ce soit un Layer 2 qui se développe depuis maintenant presque 2 ans, et ils ont développé leur Layer 2 infrastructure principalement pour tout ce qui est trading, donc tout ce qui a besoin d'un haut niveau de transaction, et les projets DeFi, NFT. Leur objectif, c'est vraiment tout ce qui est Automated Market Maker, tout ce qui est produits dérivés, bref, les wallets et les différents NFT. L'objectif, c'est qu'ils soient en agrégation de plusieurs Layer 1, d'accord, que ce ne soit pas juste un Layer 2 pour une chaîne, mais qui puisse être le Layer 2 de différentes blockchains, et pour le coup, c'est donc une multi-chain qui a vraiment pour objectif d'aller sur de la scalabilité uniquement dans les transactions financières. Aujourd'hui, ils sont compatibles avec les 4 chaînes que je vous ai dit, ils visent toutes les autres ensuite, notamment le Polygon ZK EVM, et aujourd'hui du coup leur infrastructure propose déjà les fonctions les plus utilisées. Vous avez déjà un testnet, vous pouvez l'essayer, c'est totalement gratuit, hein. Vous allez ici, vous connectez votre portefeuille, ce sont des faux Ethers, hein. C'est sur le testnet, d'accord, c'est un réseau de test, ce n'est pas du vrai argent. L'objectif pour eux quand ils montent ce ZKEX, c'est vraiment de montrer un exemple de ce que l'on peut faire avec la technologie qu'il y a derrière. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 2 petits axes qui me plaisent. Déjà, ils vont enfin commencer à avancer, puisque leur mainnet est annoncé, si je vous dis pas de bêtises, je voudrais aller sur la roadmap pour pas vous dire de conneries. Q3, ils vont lancer le ZK-Link mainnet, donc on est vraiment pas loin. Autant vous dire que pendant presque 2 ans, j'attendais qu'il y ait quelque chose, autant ne pas parler d'un truc qui est en développement et qui est pas prêt de sortir du sol. Et pourquoi je vous en parle? Parce que potentiellement, ils vont vouloir une certaine gouvernance plus ou moins décentralisée et ils risquent de faire un airdrop. Naturellement, quand ils vont faire un airdrop, ils vont airdropper à ceux qui ont participé assez tôt à leur mainnet quand il arrivera, Q3 2023, c'est pas maintenant, restez calme. Pourquoi pas ceux qui ont essayé le testnet? À ce moment-là, allez faire des transactions sur le réseau de test, c'est gratuit, donc vous pouvez aller voir et vous pouvez aller essayer sans prendre de risques financiers, c'est le plus important. Et pour finir, ils vont faire un truc qui est sympa, c'est un test qui aura lieu le mois prochain et je vous en parle parce que Meria est justement dans ce test. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils veulent essayer de prouver la résilience de leur réseau. Vous savez comment ça fonctionne, un Layer 2, c'est une seconde couche qui va permettre de gagner en scalabilité et qui va servir à différents bridges pour envoyer des crypto-monnaies d'une blockchain à une autre. La particularité, c'est que les gens ont peur parce que si ta seconde couche, elle part en couille, toutes les crypto-monnaies qu'il y a dedans, de tous tes utilisateurs
utilisateurs peuvent être perdus. C'est pourquoi ils vont faire un test sur le réseau de testnet, d'accord, donc avec des fausses crypto-monnaies. Le 8 mai, si je dis pas de bêtises, ils vont totalement couper tous les serveurs du réseau test Zcaling. Et ils vont essayer de prouver que mathématiquement, même si tout tombe d'un coup, eh bien les gens peuvent récupérer leur crypto-monnaie. Pour ça, ils vont utiliser un système de recovery node, qui sont des serveurs qui vont en gros gérer et permettre aux utilisateurs, même si Zcaling est mort, de récupérer leur crypto-monnaie. Donc c'est un test de résilience. Et Meria fait partie d'une des nodes de ce réseau de recovery node. Bref, voilà. Zcaling, je voulais vous en parler, c'est assez sympa. Il y aura potentiellement un airdrop. S'il n'y en a pas, bah, c'est pas grave, vous n'aurez pas perdu. Et pour le coup, le Zcaling devrait exister d'ici maintenant 3-4 mois. Donc je voulais vous en parler assez tôt. Je sais que vous m'aviez reproché de présenter un petit peu moins de projets en ce moment. Je m'excuse, mais comme vous le savez, on est en bear market, les crypto-monnaies se cassent la gueule. Il y a beaucoup moins d'intérêt, donc c'est vrai que je présente un peu moins d'initiatives. Pas parce que je m'intéresse à moins de projets, mais parce qu'il y a plus de casse. Il y a plus de projets qui s'en sortent pas, il y a plus de projets qui sont en danger. Et donc naturellement, les gens qui viennent et qui se disent bah c'est Asher qui en parle, donc ça marche à tous les coups. Non, c'est justement parce que j'ai ce recul-là que je sais qu'en ce moment, quand je m'intéresse à des projets, je mesure les risques, je sais qu'il peut y avoir de la casse et donc je suis prudent. Et c'est pour ça que quand je m'adresse à une certaine audience, j'essaye de ne pas minimiser les risques et donner l'impression que c'est facile. Ça ne l'est pas. Si j'investis dans autant de projets et si j'ai eu autant de succès, c'est parce que j'ai eu autant d'échecs, les gars. Il n'y a pas de magie, quoi. Voilà, voilà.